La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. C'est les bouffons du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode 6, pas une route de plus. Plongée dans la lutte contre l'A69. Avant de commencer, on voudrait remercier le groupe de chant polyphonique occitan Cocagna de nous avoir permis d'utiliser leur musique dans cet épisode. On les a découvertes pendant la mobilisation contre l'A69 car elles ont animé une chorale qu'on entend en fond sonore et un concert durant le week-end. On a adoré leur musique et on a donc voulu vous en faire profiter aussi. Fin octobre 2023, on s'est rendu à Saïs pour la mobilisation contre le projet d'A69, Ramdam sur le Macadam. Ce projet vise à relier Toulouse à Castres par une autoroute payante d'une 50aine de kilomètres, ce qui correspond à la destruction irréversible de plus de 350 hectares de terres agricoles, forêts et espaces humides. L'A69 est un désastre écologique et social. Ce week-end de mobilisation a été intense en action avec 6 cortèges de manifestations différents. L'attaque d'une cimenterie impliquée dans la construction de l'autoroute, l'occupation du corps de ferme de la Crémade, des concerts et bien sûr une opposition farouche à l'A69. Mais ce week-end a été aussi intense en répression. Les effectifs de police massifs témoignent des intérêts financiers, économiques et politiques qui se jouent derrière ce projet d'autoroute. Dans la journée du samedi, 2 hélicoptères tournaient en permanence dans le ciel pendant que 3 compagnies de gendarmerie étaient affectées au maintien de l'ordre, sans compter celles positionnées sur les routes alentours. Et l'effectif s'est considérablement étoffé le dimanche en prévision de l'expulsion de la Crémade, pour éviter à tout prix que ce lieu ne se transforme en ZAD. Pourtant, l'opposition au projet d'autoroute ne date pas d'hier. Depuis 30 ans, les habitants et les habitantes du Tarn se mobilisent contre ce projet destructeur à tous les niveaux. L'opposition à l'A69 est aussi un des fers de lance d'un mouvement de critique des routes et du monde qu'elles nous dessinent. En effet, selon la Déroute des routes, Coalition nationale pour les alternatives au tout routier, 55 projets routiers sont actuellement contestés partout en France par des collectifs et des associations. Lorsque de nouveaux projets de route voient le jour, on nous assure que c'est pour améliorer la mobilité des populations et la rendre plus rapide. Cependant, la mobilité ne peut être pensée de manière isolée. Avec le travail et le logement, elle constitue l'un des moteurs de la production des espaces dans lesquels on vit. La mobilité rythme nos agendas. Combien de temps ça va nous prendre pour aller d'un point A à un point B ? Et organise l'espace public. Après la Seconde Guerre mondiale, la voiture individuelle s'est imposée dans la vie quotidienne de millions de personnes jusqu'à nous en rendre dépendants et dépendantes, tout en engendrant inégalité sociale et destruction environnementale. Elle nous a fait entrer dans l'ère de la mobilité automobile. En 2016, une étude financée par Citroën estimait qu'un ou une habitante du continent européen passait en moyenne 4 ans et 1 mois de sa vie en voiture. La mobilité automobile forme un système social et économique qui a progressivement étendu sa domination sur la quasi-totalité de la planète. Nous sommes devenus individuellement et collectivement dépendants de la voiture individuelle. Cette dépendance a été organisée par des décideurs publics qui ont préféré construire de nouvelles routes alors que le réseau de trains de proximité était démantelé. Elle a aussi fortement été poussée par les constructeurs automobiles organisés en lobby, qui n'ont pas cessé de militer pour que la mobilité soit développée dans leur sens. Soutien à l'industrie automobile, construction de nouvelles routes et politique de développement des maisons individuelles constitue le socle de l'action publique depuis les années 60. Cela nous montre que la question des routes n'est pas détachée des autres questions écologiques et sociales, et que la solution
ne peut pas être technologique en remplaçant les voitures thermiques par des voitures électriques. Le problème est bien plus large que ça. Cette dépendance nous entraîne dans un cercle vicieux, qui est le suivant. Petit 1, l'augmentation de la circulation provoque des bouchons, qui appellent, petit 2, un développement du réseau routier, qui entraîne, petit 3, un étalement urbain, qui implique d'avoir plus recours à la voiture, et donc finalement d'augmenter la circulation. Pour raconter ces luttes, on a parlé avec Sébastien, Ethel et Bulle, qui militent chacun et chacune à leur manière contre les routes, et on a aussi enregistré différentes prises de parole ayant eu lieu au cours du week-end. Par avance, on s'excuse de la qualité de certaines prises de son. Enregistré en extérieur, sur un camp où plusieurs milliers de personnes s'activent, et en étant sur la surveillance quasi permanente d'un hélicoptère bruyant, est un défi pas toujours simple à relever. Bonne écoute. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans le Tarn. On est à la manifestation Ramdam sur le Macadam, qui est l'épisode 1 de la saison 6 des soulèvements de la Terre. C'est un événement qui est co-organisé par La Voix est libre, le collectif local qui lutte contre l'autoroute Castres-Toulouse, mais aussi le GNSA, la Déroute des routes et plein d'autres, je vais pas réussir à tous les citer. Et donc c'est un événement déterminé contre cette autoroute. C'est le deuxième cette année déjà, parce qu'en avril on était venu pour sortie de route. Et donc là on se retrouve, on est encore plus nombreux ce week-end pour un week-end de manifestation contre le projet. C'est un projet qui date des années 90, sur lequel il y a eu des débats publics tronqués, dans lesquels jamais a été abordé les alternatives autres que cette concession 2 fois 2 voies payante. Il y a eu une déclaration d'utilité publique en 2018 sur laquelle l'État s'appuie depuis. Et donc la concession a commencé l'année dernière en 2022, les travaux ont commencé. Donc contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias et parmi les défenseurs de ce projet, il faut bien comprendre que les travaux ne sont pas bien commencés en fait. Il n'y a même pas 20% des travaux qui ont débuté. Le projet en termes d'émissions de gaz carbonique et d'effet de serre, c'est même pas 1% de tout le projet. Là où on en est actuellement, c'est que ils avancent. C'est vrai qu'ils avancent sur le tracé. Ils ont commencé à battre. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est surtout les mensonges en fait qui sont dits par les pro-autoroutes. Le premier, typiquement, c'est sur l'état de droit. L'état de droit, je suis désolé, mais l'état de droit, tant que les recours juridiques n'ont pas été épuisés, ils ne sont pas dans l'état de droit. Nous, on pense qu'ils sont dans l'illégalité complète. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a déjà un recours sur le fond qu'on a déposé en juin qui devrait être instruit en tout cas en 2024. Donc attendons ce recours juridique. On attaque l'autorisation environnementale avec ce recours juridique. On les voit partout, un peu partout. Ils ont ouvert énormément d'endroits où ils ont commencé à faire du terrassement. Mais l'impression que ça nous donne en fait, c'est que c'est un petit peu de l'esbrouf, c'est-à-dire c'est de montrer à toute la population locale que ça y est, l'autoroute elle est là, que c'est lancé. Peut-être aussi qu'ils ont un peu peur que ce projet finalement soit arrêté et que dans ce cas-là, il y a sûrement des compensations qui sont prévues au niveau du contrat entre Atosca et l'État. Compensations qui doivent être sûrement liées à l'état d'avancement du projet. Ce qu'on demande depuis le début, c'est vraiment la suspension des travaux, mais la suspension totale de tous les travaux. C'est pas que la chose qu'ils ont faite la semaine dernière où ils ont arrêté d'abattre des arbres alors qu'ils avaient tout fait la semaine précédente. Donc on demande vraiment cette suspension des travaux en attendant qu'il y ait aussi une nouvelle expertise de ce projet-là. Et in fine, c'est vraiment un référendum et une consultation publique. On n'a jamais eu actuellement en France une telle empathie, une telle sympathie pour cette lutte. Donc il faut que les décideurs se réveillent. Il est temps, quoi. Il est encore temps. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Alors moi, je participe à un collectif qui s'appelle Axe Vert de la Ramée et on est un collectif d'associations. On a 12 associations qui sont rassemblées pour dire non à un projet de nouvelle route près de Toulouse. Donc c'est à l'ouest de Toulouse. C'est un projet bien sûr qui est plus petit que l'autoroute, mais quand même qui est pas terrible. C'est 25 km de nouvelle route qui artificialiserait 50 hectares d'espace naturel et agricole et qui connecterait 3 autoroutes entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle un contournement inter-autoroutier, parce qu'on relie des autoroutes entre elles. Et c'est encore un contournement de contournement, parce qu'on a déjà une rocade à Toulouse. Mais c'est plus loin que la rocade, comme elle est saturée, on fait une nouvelle rocade. Et en fait, c'est une logique qui n'arrête jamais, ces contournements. C'est parce que quand un contournement est saturé, on en refait un encore à l'extérieur, et on colonise comme ça, petit à petit, des espaces ruraux autour de la métropole. Et ce projet routier, c'est un projet des années 60, qui était vraiment dans une logique, là encore, complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut revoir ces projets, les
les espaces où ils devaient se construire, on peut les laisser en espace naturel, essayer de les préserver. Ça serait complètement aberrant et anachronique de construire ce genre de projet aujourd'hui. Des projets comme ça, il y en a bien sûr des dizaines en France. Si vous voulez nous aider à lutter contre celui-ci, vous pouvez signer la pétition en ligne. Vous tapez Axe vert de la Ramée pétition et chaque signature compte parce que ça nous aide à être visible dans les médias et à provoquer le débat public. Sébastien est aussi membre de la Déroute des routes. La Déroute des routes, c'est quoi ? C'est une coalition de collectifs en lutte contre des projets de nouvelles routes en France. Donc des projets d'autoroutes, mais aussi des projets de routes plus petits. Il y a 2 ans, là, on s'est dit qu'on pourrait discuter ensemble, tous les collectifs en lutte contre des projets routiers, pour voir finalement comment partager nos expériences, voir s'il y a des choses qui se retrouvent entre les différents projets routiers. Et donc on s'est réunis pour apprendre à se connaître et pour créer cette coalition qui s'appelle la Déroute des routes. Alors quand on a commencé à discuter ensemble, on s'est rendu compte que tous ces projets routiers, on est à peu près 50 collectifs, ils ont plein de choses en commun. Ils ont en commun leur impact destructeur de la nature. Évidemment, quand on fait des routes, on va abattre des arbres, on va bitumer les espaces qui étaient avant des espaces agricoles ou des espaces naturels. Et donc ça veut dire que on va aussi accroître le changement climatique et ses effets, parce que on va produire des gaz à effet de serre quand on construit la route, quand on l'entretient, les véhicules qui vont rouler dessus, tout ça, ça contribue au changement climatique. On va créer des îlots de chaleur qui renforcent encore ces effets. Donc près des villes notamment, il y a plusieurs degrés d'écart entre des espaces bitumés et puis et des espaces naturels. Ça, c'est le cas pour tous les projets routiers. Aussi, tous les projets routiers, finalement, ils ne résolvent pas les problèmes qu'ils sont censés résoudre. Généralement, on les vend en disant ça va fluidifier la circulation. Souvent, on fait une nouvelle route parce que une route existante est saturée et donc on dit cette nouvelle route elle va fluidifier le trafic et on la vend comme une solution pour des problèmes locaux. On dit aux riverains vous irez plus vite pour faire vos déplacements. Et en fait, généralement, c'est pas le cas parce que quand on fait un projet routier, on incite les gens à prendre davantage la voiture. On crée des nouveaux flux qui n'existaient pas avant, des flux de transport de marchandises ou des flux de transport de passagers. Et finalement, comme on incite à prendre la voiture, ça fait un trafic induit. Et généralement, on augmente le trafic même sur les routes aux alentours. Et donc, on va saturer ces routes et avoir encore besoin de faire plus de nouvelles routes. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle le trafic induit ou le paradoxe de Bresse. Et ça se retrouve à chaque fois qu'on fait un nouveau projet routier, on augmente le trafic en fait. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est que c'est pas une solution de faire des nouvelles routes quand le trafic est saturé. Au contraire, il faut miser sur les alternatives, sur le rail, donc rouvrir des lignes de train, faire des nouvelles haltes, mettre plus de trains, essayer de mettre les camions sur les trains, donc le ferroutage comme ça a pu exister. Il faut miser sur les transports en commun, donc davantage de bus, des RER métropolitains, et sur le vélo et la marche. Après, le troisième point, c'est que tous ces projets routiers, on s'est rendu compte qu'ils participent à la même logique d'urbanisation, de métropolisation. Ils vont agrandir les villes. En fait, quand on fait une route, après, on a plein de choses qui suivent. On va avoir des entrepôts logistiques, on va avoir des McDo, on va avoir des zones commerciales. Et dans toute la France, finalement, on va avoir ces zones moches qu'on connaît tous qui vont pousser après la route. Et enfin, quand on s'est retrouvés, on a essayé de faire une carte avec tous les projets routiers et on s'est rendu compte que c'était pas du tout des logiques locales de désenclavement comme on peut l'entendre. En fait, ces projets routiers ils participent à une logique nationale, voire européenne, de transport des flux de marchandises. Quand on fait par exemple une autoroute entre Castres et Toulouse, il y a déjà l'idée après de la prolonger pour faire un itinéraire entre l'Espagne et les pays d'Europe de l'Est par exemple. Voilà, c'est pas du tout un problème local. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a retardé le départ, le temps de laisser affluer la dizaine de milliers de personnes qu'on était aujourd'hui. C'est déjà une première victoire. La première émotion qui me vient, c'est merci. En fait, c'est de la gratitude parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres. On sait qu'il y a des gens qui se sont libérés pour le week-end, qui viennent du coin, qui n'ont pas forcément l'habitude de militer. Il y a des gens qui ont bravé la peur de la police qui nous avait assiégés tout le jeudi. Et du coup, ensemble, on a pu créer cette force collective et mettre en place ces 6 cortèges.
6 cortèges, c'était un peu innovant. L'histoire, en tout début de manif, il y a un premier cortège qui s'est lancé avec en tête les paysans et paysannes. Il y a des vraies intimidations en permanence et donc vous avoir à nos côtés avec vos tracteurs, avec vos drapeaux et votre présence tout simplement, c'était vraiment fort et important. Et derrière vous, il y avait tout un grand cortège qui traduisait énormément la joie, la diversité. On a vu beaucoup d'enfants, on m'a même dit que c'était un cortège où il y avait plein de bébés. Le geste de ce cortège-là, le plus important, c'était de faire témoigner. Souvent à la radio, ils nous disent tout le temps « Oui, mais les écolos, ils sont contre le développement, etc. » Et ce cortège-là, il visibilisait vraiment les 17 € du péage qui vont être imposés à toute la population dès la sortie de Caz. 17 € de péage, je pense qu'on l'a assez martelé, c'est 17 € de péage aller-retour. Si on rajoute l'essence, ça fait quasiment, je sais pas, 25-30 € par jour pour aller bosser. En fait, on va bosser puis on perd la moitié de sa journée à chaque fois qu'on fait le trajet. Donc c'est complètement insensé, quoi. Et c'est complètement antisocial. Il y avait les élus qu'on remercie aussi pour leur présence, qui se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps. Il y a eu vraiment un réseau au niveau local et au niveau national, et qui l'ont fait avec je pense qu'il faut le reconnaître, une certaine humilité par rapport aux personnes qui luttent chaque jour sur place, qui ont toujours été en soutien. Et nous, voilà, c'était quand même important de les avoir à nos côtés. Et on remercie aussi nos députés qui ont fait un vrai travail pour obtenir des documents qu'elles ont fini par recevoir tout noirs. Donc ça, c'était le cortège déclaré. Tout s'est bien passé, la préfecture était ravie. Tout était très sécurisé, etc. Il y a même, on a reçu un texto en fin de journée, il paraît que c'était « merci, à bientôt ». Ça tombe bien parce qu'on ne compte pas partir, donc on se revoira, quoi. On se reverra. Il y a un deuxième cortège qui s'est lancé ce coup-là dans le Dicosa, c'est la réserve naturelle qui est juste à côté, avec une vraie diversité, c'est une zone Natura 2000. Et là, c'était un cortège avec des naturalistes des terres, qu'on remercie vraiment pour leur présence aussi, et qui ont pu nous connecter avec intelligence à ce qui nous entoure. Ensuite, on a un autre cortège, c'est le cortège vélo, qui est parti bille en tête pour aller jusqu'à Castres. Alors, ils sont partis, ils étaient déjà hier, ils se sont pris toute une journée de pluie, méga déter, etc. Ils sont arrivés lessivés, ils ont mangé leur pâte bolo, c'était super. Et aujourd'hui, ils sont retournés encore une fois en tête, déterminés, etc. Et ils ont fait balader les flics autour de Castres, etc. Bien sûr, vous l'avez vu au début, il y avait d'autres drapeaux qui se sont élancés. Si je compte, il me reste 2 drapeaux, les or et les rouges. Du coup, au début, il y avait les rouges qui étaient devant, les or qui étaient derrière. On sentait qu'il y avait une tension, il y avait un peu moins de drapeaux là. Je sais pas si vous voyez en termes de couleurs, c'était moins diversifié. Mais dans nos cœurs et dans nos identités, on sait que derrière chaque parka Décathlon, eh ben, il y avait un petit cœur qui vibre. Et ils sont partis devant, à fond la casse, plein ouest, complètement en dehors du parcours de la préfète, qui n'a rien compris du tout. On espère qu'elle sera pas trop rancunière. Et voilà, ils sont partis se balader au-dessus du Dicosa, ils ont replongé en direction de la route nationale, notre route nationale, qui est gratuite et à laquelle on tient. Et puis, attention, je vais raccrocher les bouts après, il y a le cortège rouge qui lui est parti plein sud, en direction de la zone industrielle pour faire le tour et rejoindre le Bernazobre, qui était une zone qu'on avait perdue la semaine dernière avec des écureuils qui ont laissé des plumes. Ouais, je vous ai dit, je connaissais pas bien la nature. Et en fait, ils se sont arrêtés au milieu du chemin, ils ont vu un site industriel, un truc, Carayon, il fait du béton, il est dans les petits papiers de NGE, il va aider sur les ouvrages de l'autoroute. Je sais pas, il y a eu un espèce d'élan d'excitation, ils se sont dit, c'est notre moment, ils ont couru dedans, c'est tout tagué, une banderole, etc. Et au détour de ça, il y a quelqu'un qui a jugé malin de balancer une allumette dans une toupie à béton. Le truc a pris feu, il y avait de la fumée partout et c'était fort, quoi. Et voilà, après ce petit moment d'intensité, les cortèges jaunes qui étaient en train de bloquer l'arrivée des flics et le cortège rouge qui sortait de ce moment d'excitation, quoi, et ben ils ont refusionné ensemble. Pendant ce temps-là, il y a un fameux et grandiose 6e cortège qui a fait du beau boulot et à qui on va laisser la parole. Et ben, le cortège violet, on a commencé la journée en portant cette charpente. Et en portant cette charpente, on a montré que malgré le dispositif militaire qui a été ultra agressif, qui a été mis en place dès jeudi pour nous isoler dans le camp, malgré les tonnes de fumier qu'a acheté Atoska et a déversé devant les maisons, malgré le dispositif anti-ZAD de Darmanin, on a réussi à rentrer dans la crémade pour s'y installer durablement. Tout à l'heure, l'ancien propriétaire qui a été exproprié nous disait faites-le vivre, prenez-en soin. C'est exactement ce qu'on va faire et on va continuer à lutter contre l'autoroute depuis ici, s'organiser contre l'autoroute depuis ici. L'autoroute Castres-Toulouse, elle est parfois appelée l'autoroute Pierre Fabre,
Parce qu'en effet, depuis très longtemps, Pierre Fabre, qui était un entrepreneur local à l'origine de cette entreprise, a fait du lobbying au plus haut niveau de l'État pour avoir son autoroute. L'idée pour lui, c'était que les cadres de son entreprise puissent tous les jours faire le trajet entre Castres et Toulouse pour finalement aller plus vite, pour gagner quelques minutes entre Castres et Toulouse. Il demandait cette autoroute. Et pour lui, c'était synonyme de développement du territoire. C'est quelque chose qui est bien sûr plus évident du tout au regard des critères actuels, de l'urgence climatique et de la préservation de la biodiversité. Et c'est quelque chose qui doit être réinterrogé. C'est pas souhaitable aujourd'hui que des gens fassent 160 km par jour pour habiter Toulouse et travailler à Castres ou inversement. Ces routes et autoroutes, elles étaient d'abord pour des intérêts privés, mais quand on regarde sur les projets, on voit bien que souvent c'est vraiment les pouvoirs publics avec les entreprises qui ont un intérêt à ces projets qui sont main dans la main, quoi. Ici, c'est NGE qui va faire l'autoroute, qui est hyper soutenue par Carole Delga, qui est la présidente de la région, etc., etc. Et ça, de manière générale, je suppose qu'on le retrouve ailleurs. Exactement, cette collusion entre les élus et les chefs d'entreprise locaux, elle est évidente, elle existe partout et c'est quelque chose qui a été très visible sur l'autoroute Castres-Toulouse. Par exemple, quand il y avait soit des sondages dans les médias, soit des enquêtes publiques, il y avait des demandes qui partaient de la Chambre de commerce, par exemple, pour inciter les entreprises à répondre favorablement sur le projet d'autoroute. Il y avait des entreprises qui ont demandé à leurs salariés de répondre favorablement. Et donc c'est quelque chose qui est assez détestable et qui biaise le débat public, parce que les moyens de l'État ou de ces entreprises ne sont pas les mêmes évidemment que les moyens des collectifs qui luttent contre ces projets. C'est important d'être conscient que la légitimité démocratique, elle est du côté aujourd'hui de la lutte contre ces projets davantage que du côté des porteurs de ces projets. Donc moi je suis Ethel, La Voix est libre est un collectif informel qui s'est constitué il y a 2 ans et demi après Stop Carrière, mais là c'est tout l'historique, et que j'ai rejoint parce que je militais contre la 69 bien avant avec un autre collectif qui s'appelait Pas d'autoroute Castres-Toulouse, le Pacte, que j'avais rejoint dans un premier temps pour des raisons politiques et sociales, puisque ma première manifestation contre le projet remonte à 2007. C'était contre le montant du péage à 5 €. Parce qu'un péage à 5 € pour faire Castres-Toulouse est une aberration, surtout quand Albi-Toulouse est à 1,40 €, ce qui était le cas à l'époque. Et ensuite, j'ai étudié d'un peu plus près le projet pour arriver à la conclusion que ce projet était une aberration à tous les niveaux, pas seulement social, mais économique et écologique. Et donc, vous faites le calcul, on est en 23, ça fait 16 ans que je me bats contre l'autoroute. Le collectif LVEL est, à l'heure actuelle, le meilleur outil pour se battre contre la 69. C'est constitué donc quand, pour la construction de la 69, l'État, le concessionnaire, a commencé des carrières, a exploité des carrières dans un village qui s'appelle Montcabrier. Les habitants de Montcabrier, dans un premier temps, se sont dressés contre ces carrières et ils ont constitué un premier collectif Stop Carrière. Ce collectif Stop Carrière a travaillé avec le Pacte, Pas d'autoroute Castres-Toulouse, et a découvert toute la problématique de l'autoroute et notamment qu'il existait une préétude d'aménagement de la RN 126 qui permettait de sécuriser la nationale 126 et d'enlever le seul point noir réel de cette nationale à la sortie de Castres. Donc le collectif Stop Carrière s'est emparé de cette étude d'aménagement de la RN 126 et ils ont lancé un nouveau collectif qui là était destiné à se battre contre l'ensemble du projet, qu'ils ont appelé La Voix est libre. Il a paru important de rejoindre cette lutte tout simplement parce qu'il y a déjà un impact territorial qui est énorme. Olivier Chollet du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. En fait, aujourd'hui, c'est des milliers d'arbres de zones boisées, de zones humides, et qui abritent de la biodiversité. Et en fait, le gros sujet concernant cette partie-là, c'est tout simplement qu'en fait, il y a une communication des pouvoirs publics et de tous les décideurs de cette autoroute, d'expliquer qu'on va pouvoir compenser ces abattages, ces destructions, par de la replantation. Très clairement, encore le ministre Beaune, il y a peu de temps, expliquait qu'on allait planter 5 fois plus d'arbres
mais c'est une véritable escroquerie cette compensation. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça, c'est que aujourd'hui, toutes les mobilisations qu'il y a eu au niveau des écureuils du GNSA qui ont occupé des arbres avaient pour objectif déjà dans un premier temps d'éviter des abattages, et bien évidemment sur des lieux qui étaient symboliques, des grands arbres, mais il faut savoir aussi qu'il y a des zones boisées, il y a encore des milliers d'arbres à abattre. Donc aujourd'hui, le chantier, il est compliqué d'être bloqué sur des occupations d'arbres, mais on a encore cette force-là de stopper les destructions qui sont encore à venir. Très rapidement, si on prend un arbre adulte qui a des milliers, voire des millions de feuilles, il rend des services en fait qui sont multiples. Déjà, il stocke du carbone, il filtre les particules de pollution atmosphérique, il contribue à retenir les sols, il contribue à faire en sorte que notre climat soit plus frais. Il y a vraiment des services qui sont rendus par la végétation et les grands arbres qui sont multiples. Aujourd'hui, quand on dit qu'on va remplacer un arbre qui a 50, 100, 150 ans, 200 ans par 5, 10, 15, 20 arbres même, c'est une supercherie tout simplement parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la masse foliaire des arbres qui va avoir de l'importance. C'est des milliers d'arbres déjà. Si on veut avoir l'équivalent en masse foliaire d'un arbre adulte, c'est des milliers d'arbres. Et sans parler des problématiques aujourd'hui qu'on a à faire pousser des jeunes arbres. Le dérèglement climatique, le réchauffement qu'on connaît, aujourd'hui montre que dans les jeunes arbres qui sont plantés un peu partout, parce que tous les élus, bien évidemment, se gargarisent d'aller faire des plantations et de verdir leur ville, on a au moins un tiers qui survivent pas après 2-3 ans, tout simplement parce qu'ils sont pas arrosés, parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour faire pousser des arbres. Du coup, moi, je vais vous parler d'agriculture, évidemment, parce que ce projet... Laurence Marandola, porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Sur des terres qui, pour certaines, ont encore été cultivées, moissonnées, il y a 2 mois, 3 mois, et qui seront plus jamais semées. C'est ça que ça veut dire, l'artificialisation des sols agricoles. C'est concrètement exactement ça. C'est des terres qui sont perdues sous du bitume, et j'en passe, à tout jamais. C'est complètement irréversible. Je pense que ça, on en a tous conscience. C'est ça que je voulais vous dire. C'est complètement irréversible. C'est en emprise directe entre 500 et 600 hectares qui seront bitumés. Et à côté, quelques centaines d'hectares de plus, parce qu'on sait bien qu'aux sorties des autoroutes, ils adorent des plateformes logistiques, des centres commerciaux et ce genre de choses. Donc ça va encore multiplier les surfaces à jamais perdues pour l'agriculture. Évidemment, la Confédération paysanne, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour nous. C'est quand même une centaine et plus de paysans qui sont directement affectés. Directement parce que leurs terres sont sous le bitume, d'autres parce que leur ferme va se trouver coupée en deux, parce que l'eau ne s'écoulera plus naturellement. Voilà, c'est des drames pour ces fermes-là. Et que ça devrait être une priorité. Et l'installation et la souveraineté alimentaire au sens le plus noble, c'est-à-dire de nourrir nos concitoyens avec une alimentation de qualité sur nos terres, ça nous est volé à tout jamais, cette possibilité, sur ce territoire comme dans d'autres. Et c'est pour ces raisons que la Confédération paysanne du Tarn, de la Haute-Garonne, s'est extrêmement mobilisée depuis des années et des années. Tout à fait sur un autre plan. La compensation, ça doit venir normalement dans une séquence après éviter, réduire, compenser. C'est ça, la législation. Et on voit bien qu'on court-circuite l'éviter de détruire. Et enfin éviter et réduire, et on passe directement à la compensation. Et la compensation, ça a bien été dit sur les arbres, j'en ai un peu parlé sur les terres arables, c'est un leurre, voilà, sur les zones humides, que ce soit la biodiversité des terres arables, c'est un leurre, on compense pas. Ce mot-là, il est pas correct, en plus qu'on n'a pas évité ni réduit précédemment, et en plus c'est un vrai business. Alors là, ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais en fait, il y a des millions en jeu, il y a des gens qui sont bénéficiaires de ces fonds, des organisations environnementales, des chambres d'agriculture, et j'en passais des meilleurs, et il y a un vrai business qui se crée autour de ça aussi. Donc c'est une forme de financiarisation, c'est un marché en fait, le monde qu'on nous propose, contre lequel on lutte.
il est fait de marché et de profit à tous les niveaux, et celui de la compensation en est parfois et souvent un également. Quand on s'est créé il y a 2 ans, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident d'expliquer aux gens qu'il fallait arrêter de faire des nouveaux projets routiers. Parce que c'était une logique dans laquelle on était depuis plusieurs décennies. Forcément, pour se développer, pour amener le progrès, il faut créer des nouvelles routes. Et c'était quelque chose d'évident, d'incontestable. Donc on a eu plusieurs mobilisations dans le cadre de la déroute des routes. En décembre 2022, là, on s'est rassemblés en même temps sur des ronds-points dans toute la France pour être visible et pour faire parler du sujet. On a eu également des mobilisations dans le cadre des soulèvements de la Terre en avril. Donc on a eu sortie de route contre l'autoroute Castres-Toulouse. Et puis après, on a eu des bâtons dans les routes contre l'autoroute près de Rouen. Et ces 2 mobilisations ont permis de rendre très visible au niveau national le sujet des nouvelles routes. Il faut dire que c'est un sujet qui est vraiment dans le débat public. Quand on en parle aux gens aujourd'hui, alors ils ont une opinion sur le fait qu'il faille faire des nouvelles routes ou pas. Il y en a qui sont toujours pour, bien sûr. Mais ça laisse pas indifférent, c'est-à-dire que tout le monde est au courant du sujet et on a permis de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. C'est des milliards pour la création des nouveaux projets routiers et pour l'entretien des nouvelles routes chaque année. Et c'est aussi encore des dérivés du pétrole qu'on va utiliser pour entretenir ces routes. C'est que sur l'autoroute Castres-Toulouse, il y a eu un sondage cette semaine qui donnait plus de 60% des habitants du Tarn et de la Haute-Garonne qui étaient opposés à cette autoroute. C'est quelque chose qui était presque inconcevable il y a 2 ans. Donc, dans un premier temps, il y a plusieurs années, en 2016, il y avait eu cette préétude d'aménagement de la RN 126. C'était indispensable, c'est toujours indispensable, mais ça faisait pas rêver. Et là, il y a quelques mois, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et il y a un des proches, qui est urbaniste spécialisé et qui a conçu entièrement un projet qu'on a appelé une autre voie, dont la voie est libre, c'est saisi, parce que c'est justement un projet qui fait rêver. Comme les terres expropriables ont été expropriées, on ne peut pas revenir à la situation antérieure. On ne peut pas effacer ce qui a été fait. Ils ont réussi à couper les arbres d'alignement, donc il y a des dégâts qui ont déjà été commis, mais la terre est encore utilisable, on peut faire autre chose qu'une autoroute sur ces parcelles expropriées. C'est donc ce projet-là qui est un projet compatible avec une vision écologiste du monde. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de faire passer des camions de marchandises qui traversent la zone en apportant de la pollution et en plus qui vont faire fuir un maximum de gens capables de travailler vers Toulouse, parce qu'on sait que la métropole aspire quand il y a des autoroutes. C'est un projet qui est tourné autour de la création d'une véloroute qui ferait 87 km, donc qui irait vraiment de Mazamet à Toulouse. Sur cette zone, on favoriserait l'implantation d'entreprises artisanales, quelque chose autour du vélo, puisqu'une véloroute, ça va ensemble. Des vélos de fabrication française, avec tout ce qui concerne l'entretien de vélos, le prêt, la location, etc. Ensuite, une pépinière, c'est sûr. Une replantation des zones qui ont été déplantées, toutes. Pas juste quelques arbres par-ci, par-là. Il faut voir que l'autoroute telle qu'elle est, il préserve des espaces qui prétendent naturels, non artificialisés, mais c'est des bouts de terre entre la nationale et l'autoroute. Il y a des endroits, elle est séparée de 10 mètres. Il y en a d'autres, c'est 100 ou 150 mètres. Ça permet pas de créer une culture maraîchère, ça permet pas de recréer de l'agriculture, même limitée. Tandis que nous, si on a toute la parcelle, la véloroute, elle n'empêchera pas la recréation de zones agricoles, de terres agricoles exploitables, d'exploitation agricole. Après, il y a eu des propositions là d'associations de randonnée pédestre. Donc peut-être on va réfléchir aussi à des aménagements pour l'écotourisme pédestre, qui n'a pas été prévu directement. On récupérerait aussi des choses qui existent déjà, notamment pour installer un centre d'observation météorologique à Bourg-Saint-Bernard. Bourg-Saint-Bernard qui est sur le tracé du côté Haute-Garonne. Aujourd'hui, il y a un vrai projet d'alternative, une autre voie qui est portée. Un point qui est important, qui est souvent décrié par les protoroutes, c'est que ce projet abattrait plus d'arbres que celui de la 69.
Là aussi, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a tout à fait possibilité d'aménager la RN 126 en conservant les arbres existants, et c'est ce qui est porté par ce projet. L'idée encore pour ces élus et ces politiques décideurs, c'est que l'aménagement de la 126, dans leur tête, c'est 2 fois 2 voies de Castres à Toulouse. Voilà, donc on recréerait une vaste zone de nature avec autant d'emplois que ce qu'ils nous en promettent, sauf que les emplois qu'ils promettent sont des emplois provisoires et sous-payés, tandis que nous, ce qu'on veut, c'est des emplois durables, et surtout, pour le territoire, ce serait une vie locale, que ce soit en termes de travail ou en termes de poumons verts. C'est quelque chose qui apporterait à toutes les communes et à tous les habitants qui sont autour du tracé ou à long terme. Et c'est quand même préférable à une autoroute à laquelle ils veulent déjà adjoindre des routes transversales pour faire passer des camions d'une autoroute à l'autre, et à toute la destruction provoquée par cette mise en goudron. Quand on parle de goudron, évidemment, ça me fait penser qu'ils veulent localiser la production du goudron. Moi, je préfère localiser la production des fruits et légumes ou des vélos, des goûts et des couleurs. Mais pour localiser la production du goudron, ça veut dire localiser la pollution produite par la production du goudron. Et évidemment, les villages et les petites villes, les petites communes auprès desquelles ils veulent installer leur centrale d'enrobé ne sont pas d'accord. Donc actuellement, il y a un grand mouvement de protestation qui se réunit dans un collectif qui s'appelle Stop Enrobé. Il y a déjà aussi une grande lutte contre ces usines d'enrobé. Alors déjà, on a les luttes directement connectées au projet routier. Par exemple, les usines à bitume ou bien les carrières de matériaux nécessaires pour construire les routes. Là, ce sont des luttes directement connectées, donc qui sont évidemment... on est solidaires. Quand on fait une autoroute comme celle de Castres-Toulouse, on doit construire des usines à bitume. Là, aujourd'hui, il y a le collectif Lauragais sans bitume qui s'est constitué pour dire non, parce que les usines à bitume, c'est beaucoup de pollution de l'air, par exemple. Donc, pour la santé des habitants qui vivent autour, c'est quelque chose de très mauvais. On arrive à mobiliser sur ces sujets-là aussi. Et là, c'est vraiment une question de santé publique. Et après, on a aussi des luttes sur tout ce qui est flux de transport de marchandises. Par exemple, sur le transport fluvial, il y a des énormes projets qui sont en train de se mettre en place. Et donc, c'est des projets aussi d'artificialisation de terre, parce qu'on en est à un point où on veut creuser des canaux qui n'existent pas aujourd'hui pour transporter des marchandises. Et donc c'est un peu les mêmes logiques que ces projets routiers. On est encore dans le transport de marchandises longue distance, complètement opposé à ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est-à-dire consommer local, pour faire simple. Et il faut casser ces logiques de transport de marchandises, que ce soit sur les routes ou sur les fleuves. J'ai pris conscience complètement de la totalité, de l'imbécilité du projet au moment de l'enquête publique de 2016, quand ils ont osé nous dire que ça allait apporter économiquement à Castres. Tout le monde sait que la zone la plus parcourue d'autoroutes de France, c'est le Nord. Elles sont superbes, les autoroutes du Nord, on peut rouler très très facilement. C'est aussi la zone la plus pauvre de France, de 25 à 30% de taux de pauvreté. Et ils viennent dire, si on vous colle des autoroutes, vous devenez riche. C'est pas un détail, non. Moi, c'est ce qui m'a complètement, définitivement ouvert les yeux. Ils sont en train de bousiller la nature sous un prétexte économique mensonger. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Je ne vois que ce projet beaucoup plus global de circulation de marchandises sur les longues distances, pour lequel ils ont besoin de camions, puisqu'ils refusent même les solutions du fret. Ils ont abandonné complètement toute idée de fret par chemin de fer. Donc c'est bien un aménagement pensé. C'est pas simplement une absurdité locale. C'est une absurdité locale qui repose sur un plan d'ensemble. Le système économique, il utilise ces routes finalement pour transporter donc des marchandises à grande échelle. C'est les camions qu'on voit partout sur les routes. Et les routes, c'est vraiment indispensable pour ce système pour exister. Et
L'idée de contrer cette logique de développement routier, c'est aussi de contrer le système et de ne pas vouloir toujours plus de port de marchandises sur des longues distances. Et après, on sait qu'une autoroute, ça n'amène pas forcément le développement économique du territoire. Souvent, ça va créer des villes dortoirs à chaque sortie d'autoroute. C'est pas pour ça que ces villes, elles vont être en elles-mêmes florissantes du point de vue économique. Au contraire, on a des exemples là de villes autour de Toulouse, par exemple Foix, qui sont desservies par des autoroutes, mais qui ne sont pas plus riches que Castres ou plus florissantes que Castres. Le fait d'avoir une autoroute, ça agrandit la métropole de Toulouse, là, qui vient capter les villes autour et qui deviennent finalement des banlieues de Toulouse, même si elles sont à 50 km ou à 100 km. Mais c'est des banlieues éloignées et qui vont perdre de leur vitalité économique par rapport à Toulouse. Donc ça va toujours dans cette logique de métropolisation. Savoir qu'en France, on est le pays où il y a le plus de routes en Europe, que ce soit en absolu ou par habitant. C'est là où il y a le plus de kilomètres de routes. Il y a 1 100 000 kilomètres de routes en France. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on peut déjà aller partout en voiture ou avec des véhicules motorisés. On n'a pas besoin de faire plus de routes. Et donc on demande un moratoire sur les nouveaux projets routiers. Donc c'est pas la peine de faire plus de routes. On n'est pas contre la voiture, mais on dit juste qu'on n'est pas obligé de faire croître ça, et même qu'il faut stabiliser ça. Pour lutter contre le changement climatique, on doit faire décroître nos émissions de CO2, et ça passe par ne plus faire de nouvelles routes. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de nouvelles routes, on les augmente. Un moratoire, c'est finalement comme une loi qui dirait que pendant au moins un certain temps, on suspend les projets de nouvelles routes. Voilà, on n'en fait pas de nouveaux. Donc ça existe déjà dans certains pays d'Europe. Par exemple, il y a les Pays-Bas, il y a quelques mois, là, qui ont pris un moratoire, qui ont dit on ne fera pas de nouveaux projets routiers là, pendant un certain temps. Le Pays de Galles, au Royaume-Uni, ça fait longtemps qu'ils le font aussi. Et il y a déjà des départements français, comme l'Ille-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique, qui ont dit que pendant ce mandat, ils ne feraient pas de nouvelles routes aussi. Donc c'est possible, et c'est quelque chose qui est faisable, comme on a déjà le plus de routes en Europe, même par habitant. On a chacun nos 20 mètres de route, ça fait à peu près 120 mètres carrés. Et aujourd'hui en France, la surface routière a dépassé la surface habitable. Le moratoire sur les projets routiers en France, nous on pense que c'est une revendication qu'on peut obtenir et surtout on ne veut pas du cas par cas parce que c'est ce que nous a proposé le ministre Clément Beaune, là, quand on l'a vu, c'est un moratoire sur quelques projets routiers dont on n'était même pas sûr qu'ils allaient se faire. Et nous, on a dit non, ce qu'on veut, c'est un moratoire sur les projets routiers dans toute la France. Et là, on a été plusieurs grandes associations, main dans la main, Greenpeace, la FUB, donc Fédération des usagers de la bicyclette au niveau national, et le réseau Action Climat et plusieurs autres, main dans la main, pour dire non, on veut un moratoire sur tous les projets routiers et pas simplement l'abandon de quelques-uns. La grande revendication qui est portée, c'est le moratoire. Du coup, ça, c'est un peu l'objectif ultime, mais que souvent, on a vu des projets, par exemple, comme le grand contournement ouest à Strasbourg, où en fait, passent en force, ils construisent leur route ou leur autoroute, et en fait, après, le droit montre bien que c'est illégal. Et du coup, c'est quoi un peu les stratégies qui peuvent être mises en place pour lutter contre ces projets? Oui, c'est vrai que l'exemple de Strasbourg est frappant sur ce point, c'est-à-dire que l'autoroute a été déclarée illégale après avoir été construite. C'est pour ça qu'on dit que tant qu'il y a des recours juridiques non jugés, il faut continuer à lutter par tous les autres modes possibles. Il faut être visible médiatiquement, il faut organiser des manifestations comme celles qu'on voit ce week-end, et toutes les formes de lutte sont importantes tant qu'il y a des recours juridiques en cours, parce que ça peut être très long, ça peut mettre des années à être jugé. Et là, l'autoroute Castres-Toulouse, il y a un dossier juridique très solide, avec encore 3 ou 4 recours qui devraient être jugés pas avant, à mon avis, l'année prochaine. C'est important de maintenir la pression et d'empêcher la construction de l'autoroute par tous les moyens avant que ces recours soient purgés. Ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de suspendre les travaux pour pouvoir juger sereinement ces recours. Moi, c'est Bulle. J'étais dans le cortège violet. J'ai rejoint des potes qui faisaient ce cortège, qui m'ont dit voilà, c'est pas le plus calme, mais c'est pas le plus vénère. Je suis là, ok, bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. On m'a dit qu'il fallait se retrouver à côté de la charpente et qu'on allait déplacer la charpente.
Du coup, j'étais là, ok, je suis chaud. Voilà, je me suis engagée avec les potes. Donc là, il y a plein de gens qui se sont mis au niveau de la charpente et qui ont commencé à la porter. Et puis, nous, on s'est mis au milieu. Donc, en fait, j'ai même pas porté la charpente. Et voilà, en fait, il y a les cortèges des autres couleurs qui ont commencé à partir. Et nous, on a avancé vraiment un petit pas, parce que c'était assez lourd. Donc, c'était animé par un type qui avait un mégaphone et qui lançait des chansons, des slogans, un peu des reprises de folk occitan. En gros, qui disait Darmanin veut pas de ZAD, nous on a besoin de maisons, du coup faut l'occupation, etc. Voilà, on disait beaucoup maison, occupation en marchant et en lançant ces slogans, mais bon, moi je n'avais pas trop compris où on allait. Et voilà, on a avancé petit pas par petit pas, on discutait, on chantait, on évitait les câbles électriques, etc. Et on a commencé à avoir un premier bâtiment qui était plutôt un bâtiment industriel, agricole, mais avec du genre fibrociment, etc., pas une maison habitable. Et on a avancé, et là c'est commencé à devenir un peu plus concret qu'en fait on allait poser la charpente, genre dans la cour de la maison. Et le slogan était de plus en plus explicite pour dire qu'on allait poser la charpente et en fait occuper la maison aujourd'hui, quoi. Voilà, donc on est arrivé, en fait il y avait plein de fumier posé au sol autour de la maison. Tout le monde s'est excité avec des planches, avec n'importe quoi qui traînait pour évacuer le fumier, et ça c'était quand même assez drôle, quoi. Ça puait pas énormément, il y avait des mouches et tout ça, mais c'est assez sec, en vrai on pouvait marcher dessus, et c'était assez drôle comment spontanément tout le monde s'est activé, mais comme des fourmis, quoi. Et vraiment je suis là, mais les gens ils vont se casser la gueule, on va se marcher dessus, on va tomber, et en fait tout le monde se faufilait entre tout le monde, et là on était une centaine de personnes à vouloir bouger ce fumier pour faire une place nette, quoi. Donc ça c'était assez marrant, c'était très spontané, et puis et après j'ai lâché la planche et j'ai voulu découvrir la maison. Et donc on est rentré par l'arrière, en fait, pas par l'entrée principale, et plutôt c'est une espèce de dépendance sombre, pas du tout habitable. On est passé par une autre porte qui est située devant un arbre qui vient vraiment d'être abattu et qui est tombé sur une maison autour, qui est un immense pin ou cèdre. Ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Le tronc il est énorme. Voilà, on est entré dans la maison et là on s'est rendu compte que c'était ça paraissait hyper grand. Donc en fait on entrait de pièce en pièce, on a découvert vraiment la maison au fur et à mesure, et avec des pièces en mauvais état et des pièces très rénovées. On allait de pièce en pièce et on tombait sur des gens qui découvraient et qui à chaque fois disaient « Ah mais c'est énorme, c'est énorme !» Et voilà, et donc et au fur et à mesure, les gens arrivaient avec des visseuses pour dévisser les tasseaux et ouvrir les volets. Donc en fait, de plus en plus, plus on montait, plus il y avait de la lumière dans la maison, et plus elle prenait vie, quoi. Ça fait un drôle d'effet, et cet AG ce soir, c'est super, quoi. Un millier de personnes réunies là pour l'AG d'occupation, avec plein de gens méga motivés pour la suite, qui ont plein d'idées pour faire des travaux, commencer des travaux, proposer des animations, impliquer les assos locales, etc. Et après, l'AG du débrief de la journée qui a lieu ici alors que c'était pas prévu, quoi. Donc c'est vraiment une belle opération, ça fait plaisir d'avoir participé à ça. Il y a eu plusieurs prises de parole, c'était une belle AG quand même, avec plein de gens qui se connaissent pas, et c'était vraiment joyeux, et beaucoup de propositions, d'initiatives. Donc notamment prendre soin du lieu, donc faire commencer des travaux rapidement. Il y a quelqu'un qui a repéré qu'il y a l'électricité, mais que c'est dangereux parce qu'il y a des câbles qui sont à nu. Il y a eu des propositions pour dormir, occuper le lieu directement ce soir, et envisager les jours suivants en cas d'expulsion et d'arrivée des flics. Et la proposition qu'il y a un programme un peu pour la semaine, pour que chaque semaine il y ait des activités qui aient lieu sur le site, pour encourager les gens à venir de l'extérieur, quoi, que ce soit pas juste une zone d'occupation et d'habitation, mais aussi une zone d'activité qui s'articule, quoi, à la lutte contre l'autoroute et aux activités locales. Malheureusement, l'occupation de la Crémade n'a pas duré, car elle a été évacuée dans la violence dès le dimanche après-midi par de nombreuses compagnies de gendarmes qui ont gazé et frappé des manifestants et manifestantes jusque dans l'enceinte du camp. L'État ne veut pas que l'opposition à l'A69 puisse avoir un lieu pour s'organiser. Pourtant, cette occupation n'était ni la première ni la dernière. Après les nombreuses occupations d'arbres par les écureuils, nom que se sont donnés ces militants et militantes, une nouvelle dynamique d'occupation a repris depuis décembre 2023. Un appel a été lancé à rejoindre la ZAD de la Crémarbre
pour défendre la dernière forêt encore existante sur le tracé de l'A69. La Crémarbre, située à proximité de l'ancienne occupation du corps de ferme de la Crémade, se veut comme un village au sol et dans les arbres, un lieu de relation, d'ancrage, d'imagination, de lutte et d'adelphité. À la clôture de cet épisode, mercredi 24 janvier, malgré les incessantes attaques de la police, la Crémarbre est toujours debout et continue de faire vivre l'opposition à l'autoroute. Le week-end du 20 et 21 janvier, la préfecture a tenté sans succès d'expulser l'occupation. Alors qu'une manifestation joyeuse et carnavalesque s'est lancée dans les rues de Castres pour démasquer la Mafia 69, c'est-à-dire les entreprises de l'empire économique Pierre Fabre, les banques qui financent le projet, etc., etc., la préfecture a profité de ce moment pour envoyer les flics sur la ZAD dépeuplée. Armés d'une pelle mécanique, toutes les installations au sol ont été détruites. Les tentes ont été lacérées et le terrain retourné pour rendre la vie impossible aux zadistes. Et pourtant, malgré la sombre vision de ces champs de ruines, il reste toujours les installations dans les arbres et les zadistes ne se laissent pas abattre. L'énergie collective reprend rapidement le dessus et tout est reconstruit petit à petit. Loin d'anéantir cette occupation, ces attaques n'ont fait que renforcer la détermination et l'entraide entre les militants et les militantes. Dans le même temps, alors que la mobilisation des paysans s'amplifie à l'échelle nationale, des appels sont lancés depuis la Crémarbre à se rendre sur le blocage de la RN 126 d'une usine à bitume à Puylaurens. Ce blocage est organisé par des agriculteurs tarnais qui luttent contre un autre projet d'artificialisation de 400 hectares de terres fertiles. La lutte des paysans et la lutte contre les routes sont similaires, et ces convergences gagneront à se faire. Alors on vous invite à vous rendre à la ZAD de la Crémarbre et à soutenir la lutte contre les routes et les luttes paysannes. L'autoroute ne passera pas. No macadam.